Ayant quitté Paris, où malgré le printemps commençant, les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leurs premières feuilles, quand le train de ceinture nous arrêta, Saint-Loup et moi, dans le village de banlieue où habitait sa maîtresse, ce fut un émerveillement de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. C'était comme une des fêtes singulières, poétiques, éphémères et locales qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celle-là donnée par la nature. Les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches comme un blanc fourreau, que de loin parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris ni feuillus, on aurait pu croire par ce jour de soleil encore si froid, que c'était de la neige fondue ailleurs qui était encore restée après les arbustes. Mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison, chaque modeste cour d'une blancheur plus vaste, plus unie, plus éclatante, et comme si tous les logis, tous les enclos du village fussent en train de faire à la même date leur première communion. C'était un village ancien, avec sa vieille mairie cuite et dorée, devant laquelle, en guise de mâts de cocagne et d'oriflamme, 3 grands poiriers étaient comme pour une fête civique et locale, également pavoisés de satin blanc. Jamais Robert ne me parla plus tendrement de son amie que pendant ce trajet. Seule, elle avait des racines dans son cœur. L'avenir qu'il avait dans l'armée, sa situation mondaine, sa famille, tout cela ne lui était pas indifférent, certes, mais ne comptait en rien auprès des moindres choses qui concernaient sa maîtresse. Cela seul avait pour lui du prestige. Infiniment plus de prestige que les Guermantes et tous les rois de la terre. Je ne sais pas s'il se formulait à lui-même qu'elle était d'une essence supérieure à tout, mais je sais qu'il n'avait de considération, de souci que pour ce qui la touchait. Par elle, il était capable de souffrir, d'être heureux, peut-être de tuer. Il n'y avait vraiment d'intéressant, de passionnant pour lui que ce que voulait, ce que ferait sa maîtresse, que ce qui se passait est discernable tout au plus par des expressions fugitives, dans l'espace étroit de son visage et sous son front privilégié. Si délicat pour tout le reste, il envisageait la perspective d'un brillant mariage, seulement pour pouvoir continuer à l'entretenir, à la garder. Si on s'était demandé à quel prix il l'estimait, je crois qu'on n'eût jamais pu imaginer un prix assez élevé. S'il ne l'épousait pas, c'est parce qu'un instinct pratique lui faisait sentir que dès qu'elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle le quitterait, ou du moins vivrait à sa guise, et qu'il fallait la tenir par l'attente du lendemain. Car il supposait que peut-être elle ne l'aimait pas. Sans doute l'affection générale appelée amour devait le forcer à croire par moments qu'elle l'aimait. Mais pratiquement, il sentait que cet amour qu'elle avait pour lui n'empêchait pas qu'elle ne restât avec lui qu'à cause de son argent, et que le jour où elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle s'empresserait de le quitter. « Je lui ferai aujourd'hui, si elle est gentille, me dit-il, un cadeau qui lui fera plaisir. C'est un collier qu'elle a vu chez Boucheron. C'est un peu cher pour moi en ce moment, 30 000 francs. Mais ce pauvre loup, elle n'a pas tant de plaisir dans la vie. Elle va être joliment contente. Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui le lui donnerait peut-être. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais je me suis à tout hasard entendu avec Boucheron, qui est le fournisseur de ma famille, pour qu'il me le réserve. Je suis heureux de penser que tu vas la voir. Elle n'est pas extraordinaire comme figure, tu sais. Elle a surtout un jugement merveilleux. Devant toi, elle n'osera peut-être pas beaucoup parler, mais je me réjouis d'avance de ce qu'elle me dira ensuite de toi. Tu sais, elle dit des choses qu'on peut approfondir indéfiniment. Elle a vraiment quelque chose de pitique. Pour arriver à la maison qu'elle habitait, nous longions de petits jardins, et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter, car ils avaient toute une floraison de cerisiers et de poiriers. Sans doute vides et inhabités hier encore comme une propriété qu'on n'a pas louée, ils étaient subitement peuplés et embellis par ces nouvelles venues arrivées de la veille, et dont à travers les grillages on apercevait les belles robes blanches au coin des allées. « Écoute, puisque je vois que tu veux regarder tout cela, être poétique, me dit Robert,
Attends-moi là. Mon amie habite tout près, je vais aller la chercher. » En l'attendant, je fis quelques pas. Je passais devant de modestes jardins. Si je levais la tête, je voyais quelquefois des jeunes filles aux fenêtres. Mais même en plein air et à la hauteur d'un petit étage, çà et là, souples et légères, dans leurs fraîches toilettes mauves suspendues dans les feuillages, de jeunes touffes de lilas se laissaient balancer par la brise. Je pris un sentier qui aboutissait à une prairie. Un air froid y soufflait vif comme à Combray. Mais au milieu de la terre grasse, humide et campagnarde qui eût pu être au bord de la Vivonne, n'en avait pas moins surgi, exact au rendez-vous comme toute la bande de ses compagnons, un grand poirier blanc qui agitait en souriant et opposait au soleil comme un rideau de lumière matérialisée et palpable, ses fleurs convulsées par la brise, mélissées et glacées d'argent par les rayons. Tout à coup, Saint-Loup apparut accompagné de sa maîtresse. Et alors, dans cette femme qui était pour lui tout l'amour, toutes les douceurs possibles de la vie, dont la personnalité mystérieusement enfermée dans un corps comme dans un tabernacle était l'objet encore sur lequel travaillait sans cesse l'imagination de mon ami, il sentait qu'il ne connaîtrait jamais, dont il se demandait perpétuellement ce qu'elle était en elle-même derrière le voile des regards et de la chair. Dans cette femme, je reconnus à l'instant Rachel, celle qui, il y a quelques années, disait à la maquerelle « Alors demain soir, si vous avez besoin de moi pour quelqu'un, vous me ferez chercher. » Et quand on était venu la chercher, en effet, et qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec ce quelqu'un, elle savait si bien ce qu'on voulait d'elle, qu'après avoir fermé à clé par précaution de femme prudente ou par geste rituel, elle commençait à ôter toutes ses affaires, comme on fait devant le docteur qui va vous ausculter. À cette femme, dont toute la vie, toutes les pensées, tout le passé, tous les hommes par qui elle avait pu être possédée m'étaient choses si indifférentes que si elle me l'eût conté, je ne l'eusse écouté que par politesse et à peine entendu. Je sentis que l'inquiétude, le tourment, l'amour de Saint-Loup s'étaient appliqués jusqu'à faire un objet de souffrance infinie, le prix même de l'existence. Voyant ces deux éléments dissociés, parce que j'avais connu Rachel dans une maison de passe, je comprenais que bien des femmes pour lesquelles des hommes vivent, souffrent, se tuent, peuvent être en elles-mêmes ou pour d'autres ce que Rachel était pour moi. L'idée qu'on pût avoir une curiosité douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait. J'aurais pu apprendre bien des coucheries d'elle à Robert, lesquelles me semblaient la chose la plus indifférente du monde, et combien elle l'eusse peiné, et que n'avait-il pas donné pour les connaître sans y réussir. Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage comme était celui de cette femme, si c'est l'imagination qui l'a connue d'abord, et inversement, en quels misérables éléments matériels et dénués de toute valeur pouvait se décomposer ce qui était le but de tant de rêveries, si au contraire cela avait été connu d'une manière opposée par la connaissance la plus triviale. Je comprenais que ce qui m'avait paru ne pas valoir 20 francs quand cela m'avait été offert pour 20 francs dans la maison de passe, où c'était seulement pour moi une femme désireuse de gagner 20 francs, peut valoir plus qu'1 million, que la famille, que toutes les situations enviées, si on a commencé par imaginer en elle un être inconnu, curieux à connaître, difficile à saisir, à garder. Sans doute c'était le même mince et étroit visage que nous voyions, Robert et moi. Mais nous étions arrivés à lui par les deux routes opposées qui ne communiqueront jamais, et nous n'en verrions jamais la même face. Ce visage, avec ses regards, ses sourires, les mouvements de sa bouche, moi je l'avais connu du dehors, comme étant celui d'une femme quelconque qui pour 20 francs ferait tout ce que je voudrais. Aussi les regards, les sourires, les mouvements de bouche m'avaient paru seulement significatifs d'actes généraux, sans rien d'individuel,
et sous eux je n'aurais pas eu la curiosité de chercher une personne. Mais ce qui m'avait en quelque sorte été offert au départ, ce visage consentant, ça avait été pour Robert un point d'arrivée vers lequel il s'était dirigé à travers combien d'espoirs, de doutes, de soupçons, de rêves. Il donnait plus d'1 million pour que ne fût pas offert à d'autres ce qui m'avait été offert comme à chacun pour 20 francs. Pour quel motif, cela il ne l'avait pas eu à ce prix, peut tenir au hasard d'un instant pendant lequel celle qui semblait prête à se donner se dérobe, ayant peut-être un rendez-vous, quelque raison qui la rende plus difficile ce jour-là. Si elle a affaire à un sentimental, même si elle ne s'en aperçoit pas, et surtout si elle s'en aperçoit, un jeu terrible commence. Incapable de surmonter sa déception, de se passer de cette femme, il la relance, elle le fuit, si bien qu'un sourire qu'il n'osait plus espérer est payé 1000 fois ce qu'eussent dû l'être les dernières faveurs. Il arrive même parfois dans ce cas, quand on a eu, par un mélange de naïveté dans le jugement et de lâcheté devant la souffrance, la folie de faire d'une fille une inaccessible idole, que ces dernières faveurs, ou même le premier baiser, on ne l'obtiendra jamais. On n'ose même plus le demander pour ne pas démentir des assurances de platonique amour. Et c'est une grande souffrance alors de quitter la vie sans avoir jamais su ce que pouvait être le baiser de la femme qu'on a le plus aimée. Les faveurs de Rachel, Saint-Loup pourtant avait réussi par chance à les avoir toutes. Certes, s'il avait su maintenant qu'elles avaient été offertes à tout le monde pour 1 louis, il eût sans doute terriblement souffert, mais n'eût pas moins donné 1 million pour les conserver, car tout ce qu'il eût appris n'eût pas pu le faire sortir de la route dans laquelle il était, et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés. Tous ces regards, ces sourires, ce mouvement de bouche étaient pour lui la seule révélation d'une personne dont il aurait voulu connaître la vraie nature et posséder à lui seul les désirs. L'immobilité de ce mince visage, comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de 2 atmosphères, me semblait équilibrée par 2 infinis qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait. Et en effet, la regardant tous les deux, Robert et moi, nous ne la voyions pas du même côté du mystère. Ce n'était pas Rachel qui me semblait peu de chose. C'était la puissance de l'imagination humaine, l'illusion sur laquelle reposaient les douleurs de l'amour que je trouvais grande. Robert vit que j'avais l'air ému. Je détournai les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait. Et elle me touchait un peu de la même façon. Elle mettait aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux, mais qu'on sent dans son cœur. J'échangeai quelques mots avec la maîtresse de Saint-Loup. Nous coupâmes par le village. Les maisons en étaient sordides. Mais, à côté des plus misérables, de celles qui avaient un air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout, étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs. C'était un poirier.